Pourquoi tu te lèves le matin quand rien n'a encore payé? Quand chaque réveil te ramène à une réalité qui ne reflète toujours pas les efforts que tu déposes? Jour après jour, tu fais ce qu'il faut, tu coches les cases, tu avances. Et pourtant, les chiffres ne bougent pas, les résultats tardent, le monde ne réagit pas. Ce silence-là, il est lourd. Il ne crie pas, mais il ronge. Tu regardes ton environnement et tu te demandes si tu ne t'es pas trompé quelque part. Tu ressens cette sensation d'être dans un tunnel sans fin, éclairé uniquement par ta propre foi. Mais cette foi, même elle, commence à faiblir. C'est là que l'amertume de l'écart s'installe. Pas l'échec, non, quelque chose de plus pernicieux, la distance. Cette sensation d'avoir l'impression de donner tout ce que tu as, de faire ce que d'autres ont fait avant toi, mais que pour toi, le retour tarde. Tu vois des gens réussir avec la moitié de ton implication? Tu entends des conseils qui ne t'ont jamais vraiment aidé. Tu entends il faut juste continuer, mais continuer sans sens, c'est marcher en rond. Et l'écart entre toi et ce que tu veux devient un gouffre, pas à cause de ton talent, pas à cause de ton potentiel, mais à cause de ce vide entre les efforts que tu fais maintenant et la récompense qui semble toujours trop loin. Et dans ce vide, il n'y a pas seulement la peur d'échouer. Il y a aussi cette fatigue mentale de devoir toujours se motiver sans jamais se rassurer. Tu dois être ton propre coach, ton propre public, ton propre moteur. Mais comment tu fais quand plus rien ne t'alimente? Quand même ton pourquoi commence à se fissurer. Quand tu ne ressens plus la flamme, mais juste la cendre chaude d'une ancienne ambition, ce moment-là, personne ne t'en parle. Parce qu'il est invisible. Il ne se voit pas sur les réseaux, il ne se partage pas dans les stories, mais c'est le point de rupture le plus commun chez ceux qui abandonnent juste avant la percée. Alors cette vidéo, elle ne sera pas une simple injection de motivation. Ce ne sera pas une tape dans le dos avec un sourire factice. Ce que je vais te donner ici, c'est une manière réelle de maintenir le feu. Pas de le raviver brièvement, mais de le rendre autonome. D'éloigner ta motivation des résultats et de l'ancrer dans une structure mentale qui résiste à l'attente. Parce que ton objectif financier est peut-être loin, et c'est vrai, mais ce qui t'empêche d'y arriver, c'est pas la distance. C'est ton regard sur le temps, sur ton rythme, sur l'invisibilité de tes progrès. Je vais te montrer comment garder ta flamme allumée quand tout semble dire que tu perds ton temps. Et tu comprendras que la vraie liberté ne commence pas avec de l'argent sur ton compte, mais avec une endurance mentale que personne ne peut t'enlever. Le but ici, c'est que tu sois plus dépendant de l'espoir pour avancer, mais que tu sois porté par une mécanique intérieure qui tient, même quand tout le reste lâche. Parce qu'au final, ton rêve n'est pas inaccessible. Il est juste patient. Et ta puissance, c'est de pouvoir l'être encore plus. Penser en objectif, pas en identité. La plupart des gens qui échouent sur le long terme ne sont pas ceux qui manquent de discipline, ni même ceux qui manquent d'intelligence. Ce sont ceux qui confondent objectif et identité. C'est subtil, mais fondamental. Penser en objectif, c'est dire « je veux devenir libre financièrement, je veux gagner 10 000 € par mois, je veux quitter mon job dans un an », et il n'y a rien de mal avec ça. Le problème, c'est que cette manière de penser t'ancre dans une temporalité future. Tu es en train de dire, sans même t'en rendre compte, je ne suis pas encore cette personne, mais un jour, je le serai. Or, ce que tu affirmes inconsciemment dans ton quotidien, c'est que tu es encore quelqu'un qui doit atteindre, quelqu'un qui n'est pas encore. Et c'est là que ta motivation commence à s'effriter. Parce que chaque jour qui passe sans atteindre ton objectif renforce l'idée que tu es toujours en dessous. Tu renforces une identité de manque, une identité d'attente. Et c'est cette erreur-là qui tue à petit feu ta constance. Parce qu'elle te fait ressentir que tu es en train d'échouer, tant que tu n'as pas encore réussi. Les personnes qui vont au bout, celles qui créent des résultats sur le long terme ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne se lèvent pas le matin en se disant je dois me rapprocher de l'objectif. Elles se lèvent en incarnant déjà l'identité de la personne qui mérite ce résultat. C'est pas un jour je serai riche, c'est je suis quelqu'un qui agit chaque jour comme un bâtisseur de richesse. Elles prennent des décisions à travers cette identité, pas à travers leur frustration. Elles dépensent, lisent, planifient, construisent, investissent en cohérence avec l'image qu'elles ont déjà intégrée d'elles-mêmes. Tu veux la vraie clé pour ne plus avoir à te battre contre ta démotivation? C'est ça. Arrête de courir après l'objectif, commence à incarner l'identité. Au lieu de dire « je veux devenir entrepreneur », dis-toi « je suis un entrepreneur qui crée tous les jours, même si le monde ne le voit pas encore ». Ce changement de posture intérieure change tout. Il change ton langage, il change tes choix, il change ta résistance à l'attente. Parce qu'on ne doute pas d'une identité qu'on a déjà adoptée. On doute d'un objectif qu'on regarde de loin.
Chaque action que tu fais dans ta journée est un vote pour l'identité que tu renforces. Est-ce que tu votes encore pour celui qui espère que ça marche? Ou est-ce que tu votes pour celui qui a déjà décidé que c'est sa réalité et qui agit avec la patience d'un futur inévitable? Si tu veux durer, arrête de te demander quand le résultat va arriver. Demande-toi à qui tu veux ressembler quand il arrivera. Et deviens cette personne maintenant. Tu veux savoir pourquoi tu t'essouffles, pourquoi ton énergie s'évapore, même quand tu sais exactement ce que tu veux. C'est parce que tu traites ton objectif comme un rêve au lieu de le traiter comme une habitude. Tu le regardes comme un tableau sur le mur, pas comme une réalité quotidienne. Tu l'idéalises, tu le places loin devant toi, comme quelque chose de précieux, de rare, presque sacré. Mais en faisant ça, tu crées une distance mentale qui te tue à petit feu. Tant que tu considères ton objectif comme quelque chose de là-bas, ton quotidien restera toujours en décalage avec ce que tu veux construire. Alors voici le mind shift, le vrai. Agis comme si c'était déjà ton quotidien, pas ton rêve lointain. C'est une phrase simple, mais son pouvoir est immense. Il ne s'agit pas de faire semblant, de t'inventer une vie, il s'agit de t'aligner mentalement avec ce que tu veux vivre demain. Parce que si tu attends que la vie te donne les résultats pour commencer à penser et à te comporter comme quelqu'un qui réussit, tu n'y arriveras jamais. C'est l'inverse. C'est ta capacité à adopter les comportements, les choix, la posture émotionnelle d'une personne déjà accomplie qui crée les résultats, pas l'inverse. Tu veux être libre financièrement? Pose-toi la question, quelles sont les habitudes, les routines, les décisions quotidiennes d'une personne libre financièrement? Est-ce qu'elle passe ses soirées à scroller sans but? Est-ce qu'elle attend d'avoir du temps libre pour construire son projet? Est-ce qu'elle a besoin de motivation pour passer à l'action? Non, parce que pour elle c'est devenu normal. C'est son quotidien, elle n'a plus besoin de se convaincre. C'est ce changement que tu dois provoquer, faire de ton ambition une norme interne, pas un rêve suspendu à des un jour. Commence à structurer tes journées autour de cette version de toi. Fais tes choix alimentaires, financiers, relationnels, créatifs comme si tu étais déjà dans ta nouvelle réalité. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis vraiment et ce que tu pratiques consciemment. Et au bout d'un moment, à force d'agir comme si tu deviens, pas par chance, pas par magie, par transformation identitaire lente et irréversible, le plus ironique dans tout ça, c'est que cette posture ne coûte rien. Elle ne demande pas d'argent ni de validation. Elle demande seulement une décision, une seule, arrêter de te comporter comme quelqu'un en route vers son rêve et commencer à vivre comme quelqu'un qui est déjà en train de le construire de l'intérieur. C'est ce glissement mental qui changera ton rapport au temps, à l'échec et à la motivation. Parce qu'à partir de là, tu ne seras plus quelqu'un qui essaye. Tu seras quelqu'un qui incarne. Tu veux vraiment changer? Tu veux vraiment tenir dans la durée, sans attendre que la motivation vienne te sauver tous les matins? Alors oublie les grands discours. Oublie les pics d'inspiration qui retombent après une vidéo. Ce qu'il te faut maintenant, c'est une structure invisible, un ancrage concret, quelque chose que tu fais chaque jour, presque mécaniquement, mais qui aligne ta réalité d'aujourd'hui, ton identité de demain. Voici ce que tu vas faire. Tu vas créer un rituel quotidien. Pas une routine compliquée, pas un emploi du temps de moine Shaolin. Juste un moment précis de ta journée où tu agis consciemment comme la personne que tu veux devenir. Même si ce n'est que 5 minutes. Parce que ce qui te façonne, ce ne sont pas les grandes décisions de ta vie. Ce sont les micro-choix répétés tous les jours, dans l'ombre, sans témoin, sans récompense immédiate. Si tu veux devenir une personne disciplinée, alors chaque matin, tu bloques un créneau, toujours à la même heure, pour accomplir une action alignée avec cette discipline, même si c'est juste 10 minutes de lecture stratégique. Même si c'est écrire une page de réflexion sur tes finances, même si c'est filmer 30 secondes de contenu pour ton projet, peu importe. Ce qui compte, c'est le geste répété, la symbolique quotidienne, le lien entre ton présent et ton futur. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau fonctionne par association. Si tu pratiques une action dans le même contexte, à la même heure, avec la même intention, tu crées une signature mentale, une empreinte identitaire. Et au bout de quelques jours, cette action devient un repère, pas une corvée, une preuve. Une preuve que tu es déjà en train de devenir cette personne. Et cette preuve silencieuse va t'alimenter plus puissamment que n'importe quelle vidéo de motivation. Alors demande-toi, si j'étais déjà cette personne que j'admire, quel petit acte symbolique ferais-je chaque jour? Puis construis ton rituel autour de ça. Protège ce moment. Respecte-le comme un rendez-vous avec ton avenir. C'est pas une tâche de plus dans ta journée. C'est un acte de cohérence avec la personne que tu prétends vouloir devenir. Et tu verras. Un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu n'auras plus besoin d'y penser. Ce rituel sera devenu ta nature. Et à ce moment-là, tu comprendras, c'est pas le rêve qui crée l'habitude. C'est l'habitude qui crée la réalité. L'économie de l'énergie mentale.
La plupart des gens pensent que s'ils ne tiennent pas sur le long terme, c'est parce qu'ils manquent de volonté. C'est faux. C'est pas ta volonté qui s'épuise en premier, c'est ton énergie mentale. Et le plus souvent, elle ne s'épuise même pas dans l'effort lui-même, elle s'épuise avant, dans le simple fait de devoir choisir, décider, arbitrer. C'est ce qu'on appelle la fatigue de décision. Et crois-moi, elle est bien plus dangereuse pour ta motivation que l'épuisement physique. Chaque jour, ton cerveau prend des milliers de micro-décisions. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je fais cette tâche maintenant ou plus tard? Est-ce que je me lève tout de suite ou après 5 minutes? Est-ce que je bosse ou je regarde une vidéo? À chaque fois que tu hésites, que tu tergiverses, que tu pèses le pour et le contre, tu brûles du carburant mental. Et plus tu en brûles sur des décisions futiles, moins il t'en reste pour les vraies actions qui comptent. Et quand ton niveau d'énergie mentale baisse, tu deviens vulnérable. C'est là que la démotivation entre en scène. C'est pas que tu ne veux plus. C'est que tu n'as plus la force de résister à l'appel de la facilité. Tu finis par repousser ce que tu t'étais promis de faire. Tu trahis tes propres standards, pas par faiblesse morale, mais par saturation cognitive. Les personnes qui réussissent durablement ont compris une chose. La motivation n'est pas une ressource fiable, mais l'énergie mentale, elle, peut être préservée et gérée intelligemment. Et pour ça, il faut minimiser le nombre de décisions inutiles dans ta journée. Plus tu simplifies ton environnement, plus tu rends tes actions naturelles. Pas automatique par paresse, mais automatique par conception. C'est pour cette raison que certains des plus grands entrepreneurs ou créateurs adoptent des routines strictes, des vêtements répétitifs, des horaires figés. Ce n'est pas un manque de spontanéité. C'est une stratégie. Parce que chaque fois qu'ils évitent une décision secondaire, ils conservent leur énergie mentale pour ce qui fait vraiment la différence. Créer, innover, produire, persévérer. Si tu veux rester motivé quand ton objectif financier est encore loin, commence par faire le tri. Moins tu as à réfléchir sur des détails, plus tu peux canaliser ton énergie sur ce qui construit ton avenir. Simplifie ton petit déjeuner, prévois tes habits la veille. Organise ton emploi du temps à l'avance, crée un cadre dans lequel tu n'as plus à te demander qu'est-ce que je fais maintenant. Mais simplement, à quel niveau d'intensité je le fais aujourd'hui. C'est pas la complexité de ta vie qui te rend fort. C'est ta capacité à préserver ton énergie mentale pour les combats qui valent la peine d'être menés. Si tu veux durer, si tu veux traverser les semaines sans avoir à raviver ta motivation tous les matins comme une flamme mourante, il faut que tu comprennes une vérité simple. La discipline ne naît pas dans l'effort, elle naît dans la structure. C'est pas ta volonté qui te sauvera, c'est ta stratégie. Et cette stratégie commence par un nettoyage radical. Supprimer les distractions et automatiser les décisions secondaires. Pourquoi? Parce que chaque décision que tu prends consomme une part de ton énergie mentale, même les plus petites. Choisir, quoi porter, quoi manger, quand travailler, dans quel ordre, tout cela, répéter chaque jour, te vide. Et plus tu gaspilles ton énergie à choisir ce qui n'a aucune incidence sur ton avenir, moins tu en as pour créer, bâtir, affronter le silence des résultats lents. Alors, voici la stratégie concrète. D'abord, tu supprimes les distractions visibles, pas juste les notifications de ton téléphone. Tu réorganises ton espace de travail, ton bureau, ton environnement digital, tu élimines tout ce qui capte ton attention sans la mériter. Supprime les raccourcis vers YouTube si c'est pas ton outil de travail, enlève les onglets tentateurs. Laisse ton espace respirer. Plus tu réduis la charge visuelle, plus ton esprit devient tranchant. Ensuite, tu automatises. Tu choisis une bonne fois, ce que tu vas porter tous les jours. Pas pour devenir un robot, mais pour économiser cette micro-énergie que tu pourras rediriger vers tes vraies batailles, prends-toi 2 ou 3 tenues types, simples, efficaces. Fais-en ton uniforme personnel. Tu ne perdras plus de temps à chercher comment te présenter et tu gagneras en cohérence mentale. Fais la même chose avec ton alimentation. Prépare tes repas à l'avance. Choisis 1 ou 2 options standards pour tes petits déjeuners, tes déjeuners. Garde la variété pour le week-end, quand tu veux relâcher. La semaine reste stratégique. Tu ne manges pas pour te divertir. Tu manges pour alimenter ton futur. Enfin, automatise tes tâches récurrentes. Chaque action que tu répètes plusieurs fois par semaine devrait avoir un cadre fixe. Si tu écris, choisis ton créneau d'écriture et verrouille-le dans ton emploi du temps. Si tu publies du contenu, établis un rituel précis, quel jour, à quelle heure, avec quelle méthode, et respecte-le religieusement. Tu ne dois plus avoir à y penser. Tu exécutes, tu avances. Ce que tu construis avec cette méthode, c'est pas une vie rigide, c'est un terrain de concentration pure. Un environnement où chaque décision inutile est supprimée et où ta puissance mentale est entièrement disponible pour faire le travail invisible. Le travail qui ne rapporte pas tout de suite, mais qui paiera plus tard. Le travail que les autres repoussent,
parce qu'ils sont trop occupés à gérer le chaos qu'ils ont laissé s'installer. Alors simplifie, structure, automatise, parce que quand tout est clair autour de toi, tu n'as plus à choisir qui tu es. Tu l'incarnes. Il y a un mythe tenace dans le monde du développement personnel, l'idée que les personnes les plus disciplinées ont des journées ultra chargées, hyper optimisées, remplies jusqu'à la dernière minute. C'est faux. En réalité, les personnes les plus disciplinées ont des routines étonnamment simples, parfois même minimalistes. Et c'est pas un hasard, c'est pas un manque d'ambition. C'est une stratégie haute. Pourquoi? Parce que la simplicité n'est pas un compromis, c'est une force. Quand tu simplifies ta journée, tu réduis le nombre de variables qui peuvent interférer avec ton objectif. Tu réduis le bruit. Tu rends ton engagement plus solide, plus prévisible, plus durable. Regarde ceux qui performent sur le long terme. Leur vie n'est pas un tourbillon de tâches héroïques. Leur vie est une suite de petits rituels exécutés avec une régularité presque ennuyeuse. Et c'est précisément cette stabilité, cette constance qui produit des résultats explosifs dans la durée. Les gens vraiment disciplinés ne se lèvent pas avec 20 tâches à accomplir. Ils se lèvent avec 2 ou 3 priorités non négociables et un environnement conçu pour qu'il soit plus facile de faire les choses que de ne pas les faire. Ils ont souvent la même routine matinale. Ils mangent souvent la même chose à certains repas. Ils s'habillent presque toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque décision évitée est une victoire mentale. Ils cherchent pas la nouveauté. Ils cherchent la régularité. Ils savent que le chaos, même s'il est séduisant au début, finit toujours par affaiblir la clarté d'esprit. Et dans un monde où tout change sans arrêt, celui qui reste simple et constant devient rare, donc puissant. Prends l'exemple d'un créateur à succès. Tu pourrais croire que il est créatif en permanence, toujours inspiré, toujours en train d'innover, mais la vérité c'est que sa créativité repose sur une routine très rigide. Il se réveille à la même heure, il crée dans les mêmes plages horaires, il commence toujours par les mêmes gestes. C'est cette simplicité volontaire qui libère l'espace pour la profondeur. Et toi, si tu veux tenir quand les résultats tardent, si tu veux construire malgré le doute, tu dois t'inspirer de ça. Ne complexifie pas ta vie pour te sentir productif. Simplifie là pour devenir efficace. Choisis une poignée de rituels puissants. Exécute-les. Chaque jour. Protège-les. Et au lieu d'attendre que la motivation revienne, tu deviendras cette personne qui agit avec ou sans envie, avec ou sans applaudissements, avec ou sans résultat immédiat. Parce que la vraie discipline, c'est pas une explosion d'énergie, c'est une chorégraphie discrète, répétée inlassablement jusqu'à ce que plus rien ne puisse l'arrêter. Le système du compteur caché. Il y a une raison profonde pour laquelle tu as l'impression de stagner, même quand tu fais ce qu'il faut. C'est pas que tu n'avances pas, c'est que tu ne vois pas ton avancée. Ton cerveau, comme le mien, comme celui de tous ceux qui poursuivent un objectif ambitieux, a besoin de preuves. Pas de grandes victoires, mais de petits signaux visibles qui lui disent « tu es en train de construire quelque chose ». Le problème, c'est que quand ton objectif est lointain, surtout s'il est financier, les progrès sont microscopiques. Ils sont réels, mais invisibles. Et un progrès invisible, pour ton cerveau, c'est comme s'il n'existait pas. C'est ce que j'appelle le système du compteur caché. Tu vois, chaque jour, tu accumules des centimes d'efforts. Un mail envoyé, une idée notée, un appel passé, un chapitre lu, un entraînement respecté, un contenu publié. Ce sont de petites choses, trop petites pour que ton système nerveux les célèbre, trop discrètes pour te faire ressentir un gain immédiat. Mais ces centimes, additionnés sur des semaines ou des mois, deviennent des ponts vers des résultats visibles. Sauf que si tu ne trouves pas une méthode pour les rendre tangibles aujourd'hui, ton cerveau les considérera comme du vent et ton envie d'agir chutera. C'est pourquoi tu dois mettre en place un système de visibilité, ton propre compteur, un tableau, un carnet, une appli, peu importe. Tu dois rendre chaque action traçable. Chaque centime de discipline doit être noté, comptabilisé, récompensé symboliquement. Pas pour flatter ton ego, mais pour entraîner ton esprit à voir le progrès là où il ne le voyait pas. Par exemple, tu peux créer un tableau de suivi dans Notion, Excel ou même sur papier. Chaque jour, tu coches « Hey, je crée aujourd'hui »,« Hey, je lus »,« Hey, je pris soin de mes finances »,« Ai-je publié ?» Peu importe si ces actions sont petites, ce qui compte, c'est la traçabilité du mouvement. Parce qu'un mouvement traçable devient une trajectoire. Et une trajectoire devient une preuve. Et la preuve, c'est le carburant mental que ton cerveau attend pour ne pas lâcher. Imagine un sportif qui s'entraîne pendant des mois,
mais ne voit jamais son poids, sa vitesse ou sa force évoluer sur un graphique. Il abandonnera, pas parce qu'il ne progresse pas, mais parce qu'il ne voit pas qu'il progresse. Toi, c'est pareil. Tu dois externaliser ton avancement, tu dois matérialiser l'invisible. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les grands résultats qui te feront avancer. C'est la capacité à ressentir l'accumulation des centimes, jour après jour, même quand personne ne regarde. C'est ça, ton compteur caché. Et dès que tu le rends visible, ta motivation ne dépend plus du hasard. Elle devient une réaction logique à ce que tu vois s'accumuler sous tes yeux. Si tu veux que ton cerveau te soutienne au lieu de te saboter, il faut que tu lui donnes des preuves. Pas des rêves, pas des intentions. Des preuves tangibles que tu avances, que tu construis, que tu gagnes du terrain. Le problème, c'est que les vraies victoires, celles qui bâtissent un projet solide, ne sont presque jamais visibles au début. Elles ne font pas de bruit. Elles ne produisent pas d'argent, de likes, de reconnaissance, mais elles sont là et elles s'accumulent en silence. C'est pour ça que tu dois apprendre à traquer ce que j'appelle les micro-victoires invisibles. Ce sont ces petits actes quotidiens que tu minimises, mais qui sont en réalité la matière brute de ton succès futur. Et si tu ne les comptes pas, si tu ne les vois pas, tu risques de croire que tu tournes en rond. Alors qu'en vérité, tu es en train d'empiler des fondations. Commence par choisir ce que tu veux construire. Puis, identifie les comportements clés qui y contribuent. Tu veux gagner en visibilité? Traque le nombre de vidéos que tu postes, de messages que tu envoies, de collaborations que tu proposes. Tu veux développer tes compétences? Comptabilise le nombre de minutes passées à apprendre, à lire, à te former, à pratiquer. Tu veux améliorer ta santé? Note chaque fois où tu choisis un repas aligné avec ton objectif, chaque session d'entraînement, chaque heure de sommeil respectée. Tu dois transformer ces micro-actions en unités visibles. Et pour ça, tu as besoin d'un système simple. Un tableau quotidien, hebdomadaire ou même une checklist papier. Par exemple, chaque soir, note combien de minutes as-tu consacré à ton projet aujourd'hui. As-tu publié quelque chose, même minime? As-tu appris quelque chose de nouveau, même en 5 minutes? As-tu accompli un geste cohérent avec ton identité future? Ne cherche pas la perfection, cherche la constance dans la traçabilité. Parce qu'à partir du moment où tu rends visible ces micro-victoires, ton cerveau arrête de te dire tu n'avances pas. Il voit la progression, il voit l'engagement, il voit l'élan. Et quand ton cerveau perçoit un élan, il commence à te soutenir. Il devient complice au lieu d'être juge. C'est pas une méthode accessoire, c'est une nécessité. Parce que ce que tu construis aujourd'hui n'aura peut-être aucun effet visible pendant des semaines. Et dans cet intervalle, c'est ta capacité à traquer et célébrer l'invisible qui fera la différence entre ceux qui abandonnent trop tôt et ceux qui récoltent plus tard. Alors, rends visible l'invisible. Crée une archive de ta discipline, une trace de ta transformation, parce que tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de bâtir. Et chaque geste, chaque minute, chaque action compte, mais seulement si tu ne les laisses pas se perdre dans l'oubli. L'un des plus grands pièges quand tu poursuis un objectif financier à long terme, c'est d'évaluer ta progression uniquement en fonction de l'argent que tu gagnes. Et au début, soyons clairs, tu ne gagneras presque rien. Parfois même, tu perdras, c'est normal. Mais si tu t'accroches à cette seule métrique, la rentabilité immédiate, tu risques de te décourager très vite. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Ils pensent qu'ils n'avancent pas parce que rien ne rentre. Alors qu'en réalité, ils construisent mais ils ne le mesurent pas. Tu dois donc te créer un tableau de preuve, un outil visuel qui te montre que tu progresses réellement, même si les résultats financiers ne sont pas encore là. Ce tableau, ce n'est pas un gadget. C'est un miroir de ton évolution. Un levier de motivation ancré dans des données concrètes. Tu n'es plus en train de naviguer à l'aveugle. Tu vois ton avancée se dessiner sous tes yeux. Voici comment tu le construis. D'abord, tu définis les piliers invisibles de ta croissance. Ce sont les activités qui, cumulées, mènent inévitablement à des résultats. Par exemple, le temps passé à te former chaque jour ou chaque semaine, le nombre de contenus produits ou publiés, vidéos, posts, articles, emails, le nombre d'actions commerciales ou de prospection, messages envoyés, contacts noués, collaborations proposées, le nombre d'heures consacrées à ton projet, en dehors de toute distraction, les retours, commentaires ou interactions reçues, même s'ils ne rapportent pas un centime, le nombre de jours consécutifs où tu as tenu ton plan. Ensuite, tu crées une grille ou un tableau simple mais puissant. Tu l'alimentes quotidiennement ou hebdomadairement. Tu n'attends pas que ça devienne impressionnant.
Tu notes, tu coches, tu additionnes, et à la fin de chaque semaine, tu analyses une seule chose. Est-ce que j'ai avancé sur mes piliers invisibles? Pas combien j'ai gagné, mais combien j'ai semé. Ce tableau devient ton indicateur d'effort stratégique, pas de résultat émotionnel. Il te libère du piège de la rentabilité immédiate et te reconnecte à la réalité du processus. Il te rappelle que ce qui se voit pas encore est souvent ce qui se prépare le plus profondément. Et il te donne aussi quelque chose de très précieux, la possibilité de te féliciter sans dépendre d'un retour extérieur, parce que tu vois noir sur blanc que tu avances. Et quand tu vois l'avancée, tu continues. C'est aussi simple que ça. La persévérance ne naît pas d'un miracle, elle naît d'un système qui te montre que tes efforts ne sont pas vains, même s'ils ne sont pas encore rentables. Alors construis ton tableau, remplis-le, garde-le visible, et souviens-toi de ceci. Ce que tu mesures, tu maîtrises. Et ce que tu maîtrises, tu fais grandir. Ton objectif doit avoir une odeur. Si tu veux rester connecté à ton objectif quand tout te pousse à lâcher, il faut que tu le rendes réel. Pas en théorie, pas sur un vision board Pinterest, mais dans ton système sensoriel. Parce que le cerveau humain ne s'accroche pas à des idées abstraites. Il s'accroche à des émotions, à des sensations, à des expériences tangibles. Et plus ton objectif est flou, plus il devient facile à ignorer. Il perd en poids, en gravité, en présence. C'est pour ça que tu dois absolument ancrer ton objectif dans quelque chose de sensoriel. Ton objectif doit avoir une odeur, une couleur, une texture, un goût, un son. Il doit s'infiltrer dans tes sens comme une obsession saine. Sinon, il deviendra juste un concept que tu repousses chaque fois que la réalité devient un peu trop lourde. Voici la technique. Tu vas choisir une association sensorielle puissante pour matérialiser ton futur. Par exemple, si ton objectif est de vivre de ton activité, d'avoir ta liberté géographique, d'aller travailler d'où tu veux, choisis une image précise, une terrasse au bord de la mer, ton laptop ouvert, le vent chaud sur ta peau. Et maintenant, associe une odeur, l'odeur d'un parfum que tu réserves uniquement à tes moments de visualisation, ou celle du café que tu bois pendant que tu bosses sur ton projet. Crée une exclusivité sensorielle, ajoute un son. Une chanson qui évoque cette vie, pas une chanson au hasard. Une musique que tu écoutes uniquement quand tu travailles sur ton objectif. Tu conditionnes ton esprit à associer cette ambiance à ta mission, et peu à peu, ton cerveau va commencer à te projeter dans cette version de toi chaque fois que ces stimuli sont présents. Tu peux aussi ancrer ton objectif dans un lieu physique, un endroit que tu fréquentes toujours au même moment pour bosser, réfléchir, créer, que ce soit un banc, un coin de ta chambre, un café. Ce lieu devient ton sanctuaire mental. Chaque fois que tu y entres, tu déclenches une version de toi plus focalisée, plus engagée, plus déterminée. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu ne construis plus ton objectif uniquement dans ta tête. Tu l'intègres dans ton corps, dans tes émotions, dans tes réflexes. Et au lieu d'avoir à te motiver, chaque fois, tu vas naturellement te reconnecter à ce futur. Tu le verras plus comme une ligne d'arrivée lointaine. Tu vas commencer à le ressentir maintenant, et ce ressenti va générer de l'élan, de l'envie, de la constance. Les plus déterminés ne sont pas ceux qui se répètent des affirmations en boucle. Ce sont ceux qui ont construit autour d'eux un univers sensoriel qui les ramène chaque jour à ce qu'ils veulent devenir. Ils vivent déjà partiellement dans leur futur. Pas par illusion, par préparation mentale et émotionnelle. Alors fais-le. Donne une odeur à ton ambition, un son à ta mission, un espace à ta transformation. Parce qu'un rêve bien ancré devient plus difficile à oublier qu'à poursuivre. Les rêves flous sont beaux à imaginer mais terribles à poursuivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'un rêve flou ne déclenche aucune urgence, aucune direction claire, aucune énergie concrète. Il reste dans une zone confortable, séduisante, mais paralysante. Tu te veux être libre, riche, en paix et reconnu. Très bien. Mais c'est quoi, concrètement, être riche pour toi? C'est combien sur ton compte? C'est quel style de vie? C'est dans quelle ville? Tu veux être libre? Ça veut dire quoi? Ne plus avoir de patron? Pouvoir voyager quand tu veux? Travailler 4 heures par jour ou zéro? Tu vois, tant que ton rêve reste vague, il n'est pas assez menaçant pour ton cerveau. Il ne déclenche pas de mouvement. Il ne t'appartient pas vraiment. Il reste extérieur à toi. Le problème, c'est que le cerveau humain ne mobilise ses ressources que pour ce qu'il peut visualiser,
sentir, toucher intérieurement. Et si ton rêve est trop abstrait, il devient un mirage. Il brille de loin, mais dès que tu t'en approches, il disparaît. Et à force de courir vers quelque chose d'insaisissable, ta motivation meurt d'usure mentale. Elle s'effrite. Parce qu'elle n'a rien à quoi se raccrocher. Les personnes qui avancent vraiment sont celles qui ont transformé leur rêve en scénario. Elles ne disent pas « je veux réussir ». Elles disent « je veux que dans 24 mois, à 8 heures du matin, je sois dans cet appartement précis, en train de prendre mon café avec cette vue ». Elles ne disent pas « je veux vivre de ma passion ». Elles disent « je veux que mon activité me rapporte 3 000 € net par mois pour couvrir mes charges, épargner et financer mes projets ». Elles voient, elles sentent, elles entendent, et surtout, elles peuvent mesurer. Et ce qui se mesure se construit. Tu veux savoir pourquoi tu procrastines, pourquoi tu repousses, pourquoi tu doutes. C'est pas que tu manques de motivation. C'est que tu cours après un nuage. Et ton esprit le sait. Il se protège, il économise son énergie, parce qu'il n'a aucune certitude de direction. Il attend une carte, et cette carte, c'est toi qui dois la dessiner. Pas dans les grandes lignes, dans les détails, dans la précision. Tu dois clarifier ton rêve jusqu'à ce qu'il devienne un plan, jusqu'à ce qu'il t'oblige à agir. Pas parce que tu es motivé, mais parce que tu as enfin un cap net. Un rêve flou, c'est une échappatoire. Un rêve clair, c'est un engagement. Et à partir du moment où tu le rends clair, tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus faire semblant. Il est là, il te regarde, il t'appelle. Et à ce moment-là, même les petits pas prennent du sens. Même les jours sans résultat deviennent supportables. Parce que tu sais exactement pourquoi tu continues. Voici un exercice simple, puissant et redoutablement efficace pour transformer ton rêve en moteur quotidien. La visualisation concrète avec ancrage sensoriel, à pratiquer chaque jour pendant 2 minutes. C'est court, mais c'est suffisant pour réorienter ton cerveau vers ce qui compte vraiment. Installe-toi dans un endroit calme. Pas besoin de silence absolu, mais choisis un lieu que ton corps pourra facilement associer à ce moment. Assieds-toi. Ferme les yeux. Respire profondément et maintenant, projette-toi dans ton futur accompli. Pas en théorie, visuellement, sensoriellement. Tu n'es pas en train d'imaginer, tu es en train d'observer ta réalité future. Vois les détails. Tu es où exactement? Quelle est la pièce, le décor, la lumière du jour? Qu'est-ce que tu portes? Quelle est l'odeur autour de toi? Est-ce que tu entends de la musique, des voix? Est-ce que tu sens la chaleur du soleil sur ta peau ou la fraîcheur de la climatisation dans ton bureau? Tu es là, dans cette vie que tu veux atteindre. Regarde ton toi futur bouger. Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Quelle est l'énergie qui s'en dégage? Est-ce que tu vois un sourire tranquille sur ton visage? Est-ce que tu ressens de la confiance, de la fierté, de la sérénité? Maintenant, associe cette scène à un stimulus précis. Une odeur, un objet physique, une chanson. Par exemple, tu peux diffuser un parfum particulier uniquement pendant ces 2 minutes. Ou écouter un court morceau instrumental que tu réserves exclusivement à cette visualisation. Tu crées ainsi un ancrage sensoriel. Ton cerveau va apprendre à associer ce parfum, cette chanson, cet endroit à ton identité future. Et plus tu répètes ce rituel, plus ton esprit raccourcit la distance entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir. Fais-le tous les jours. Même si tu n'en as pas envie, même si tu es fatigué, même si tu n'y crois pas, parce que c'est pas une question de foi, c'est une question de conditionnement. Tu entraînes ton esprit à vivre dans l'image de ta réussite jusqu'à ce qu'elle devienne ton point de référence. Et quand cette référence s'installe, tes décisions changent, ton énergie change, ton niveau d'exigence change, tu ne seras plus en train de courir après ton objectif. Tu seras en train d'y retourner. Parce que tu auras déjà goûté, mentalement et émotionnellement, chaque jour, 2 minutes, tous les jours, sans exception. C'est pas une perte de temps. C'est un raccourci invisible vers ta version la plus solide. La motivation par les pertes potentielles. La plupart des gens cherchent à se motiver en pensant à ce qu'ils vont gagner. Ils s'imaginent la voiture, la maison, les voyages, la reconnaissance. Et c'est vrai que ça peut marcher quelques jours, mais à long terme, le cerveau humain est beaucoup plus réactif à ce qu'il peut perdre qu'à ce qu'il peut gagner. C'est une vérité psychologique qu'on appelle le biais de perte. Et si tu l'utilises à ton avantage, tu peux créer une source de motivation bien plus durable, bien plus intense, bien plus honnête. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu es en train de perdre en ce moment, simplement parce que tu n'agis pas? Et la réponse est brutale. Tu perds du temps de liberté. Chaque jour où tu procrastines, où tu te laisses distraire, où tu repousses ce qui compte, tu repousses ta liberté financière d'un jour. C'est pas une métaphore, c'est littéral. Imagine que ta liberté
soit au bout de 2 années de constance. Et aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu as cédé à la paresse, à la fatigue, aux excuses. Ce jour-là ne disparaît pas. Il se dissout pas dans le calendrier. Non. Il repousse l'échéance. Ta liberté, elle t'attend, mais elle recule à chaque fois que tu décides de ne pas avancer. Et au bout de 6 mois, tu te rends compte que tu aurais pu être déjà en train de vivre une autre vie. Mais tu as repoussé ta ligne d'arrivée à cause de ton inaction quotidienne. Tu perds pas juste de l'argent. Tu perds des années de vie. Tu perds des étés en avance. Tu perds des matins lents. Tu perds le droit de choisir. Et ça, c'est bien plus grave que de rater une opportunité. Parce que ce que tu perds en silence, tu ne le récupéreras jamais. Alors au lieu de te motiver uniquement par l'image de ce que tu veux avoir, commence à penser en termes de ce que tu refuses de perdre. Refuse de sacrifier encore une année à vivre dans le manque, dans l'attente, dans l'illusion. Refuse de devenir cette version de toi qui se retourne dans 3 ans en se disant si j'avais commencé sérieusement en 2025, où est-ce que j'en serais maintenant? Refuse cette perte-là, parce qu'elle est irréversible. C'est ça, la motivation par les pertes potentielles. C'est pas un coup de pression négatif, c'est une prise de conscience responsable. C'est dire, je ne mérite pas cette vie que je subis, simplement parce que j'ai laissé des jours s'envoler sans résistance. Et à partir d'aujourd'hui, chaque matin, tu peux te poser cette question simple, qu'est-ce que je suis en train de repousser si je n'agis pas maintenant? Parce qu'à ce moment précis, tu sauras, ta liberté t'attend. Mais elle ne t'attendra pas indéfiniment. Voici une astuce puissante, dérangeante, mais profondément transformatrice. Écris une lettre à ton toi du futur déçu. Pas un exercice de gratitude, pas une visualisation positive, non. Une confrontation frontale, un miroir sans filtre, une lettre que tu rédiges aujourd'hui, avec les émotions que tu ressens maintenant, mais que tu adresses à la version de toi qui, dans 5 ou 10 ans, n'a pas atteint son objectif. Pas parce que il n'a pas pu, mais parce qu'il n'a pas voulu assez fort, parce qu'il a reporté, parce qu'il a abandonné, parce qu'il a laissé passer trop de jours comme celui-ci. Commence ta lettre par ces mots « Je suis désolé ». Et ensuite, tu écris tout ce que tu ressens. Tu expliques comment tu avais le feu, comment tu connaissais le chemin, comment tu avais les idées, les outils, le potentiel. Tu lui racontes comment tu as préféré faire autre chose, comment tu as laissé les distractions grignoter tes ambitions, comment tu as fait semblant d'avoir le temps, comment tu as baissé les bras dans les moments où il fallait tenir. Parle-lui franchement, sans excuse, sans justification. Dis-lui ce qu'il a perdu à cause de toi, la maison qu'il n'a pas pu offrir à sa famille, le voyage qu'il n'a jamais pu s'offrir, le projet qu'il n'a jamais vu naître, l'impact qu'il n'a jamais eu sur les autres, le respect qu'il n'a jamais gagné pour lui-même. Et une fois que cette lettre est terminée, ne la jette pas. Garde-la, imprime-la, range-la dans ton tiroir ou ton carnet et relis-la. Chaque fois que tu as envie de relâcher. Chaque fois que tu te dis c'est pas grave si je saute un jour, je reprendrai demain, j'ai encore le temps, relis-la. Pourquoi? Parce que cette lettre est une alerte émotionnelle, un garde-fou mental. Elle ne parle pas à ta logique, elle parle à ta responsabilité. Et surtout, elle t'oblige à comprendre ceci. Le regret n'arrive pas d'un coup, il s'installe en silence, à travers des décisions microscopiques qu'on croit inoffensives. Tu n'échoues pas parce que tu n'as pas essayé, tu échoues parce que tu n'as pas continué. Et ce futur déçu que tu décris, c'est exactement celui que tu peux encore éviter aujourd'hui. Écris-la, sans filtre, sans pitié. Et chaque fois que tu sens ta motivation s'effondrer, relis-la comme un rappel de ce que tu refuses de devenir. Parce qu'à la fin, c'est pas ton futur, toi, qui sera le plus déçu. C'est ton toi d'aujourd'hui, celui qui avait encore le pouvoir de changer les choses et qui a choisi de ne pas l'utiliser. Tu connais sûrement le tableau de visualisation, celui où tu colles des images inspirantes de la vie que tu veux construire, voyage, maison, corps de rêve, liberté financière. C'est bien, mais c'est incomplet. Parce qu'en réalité, ce qui nous pousse le plus à agir n'est pas toujours le rêve, c'est la peur du retour en arrière. C'est la mémoire de ce qu'on veut absolument éviter. Alors voici une variante radicale, puissante et étonnamment efficace. Le mur de regret évité. C'est pas un tableau pour rêver, c'est un tableau pour fuir. Pas fuir par lâcheté, mais fuir consciemment ce que tu refuses de revivre ou de reproduire. C'est un collage de situations, d'ambiances, de visages, de lieux, de souvenirs qui te ramène immédiatement à cette sensation d'étouffement, de stagnation, de honte, de frustration que tu as déjà connue. Tu vois, parfois c'est justement parce que tu oublies à quel point c'était dur avant que tu relâches. Ce mur est là pour te rappeler. Voici comment tu le crées. Tu prends une feuille, un tableau, une page dans ton carnet, ou même un mur réel si tu veux.
et tu y colles, écris ou dessines des choses que tu veux éviter à tout prix. Ça peut être une photo de ton ancien bureau, là où tu te sentais enfermé, surveillé, vidé, l'image d'un ticket de métro, symbole de cette routine que tu subissais chaque jour, des captures d'écran de ton ancien solde bancaire quand tu pouvais même pas t'acheter un café sans calculer, des phrases que tu as entendues et qui t'ont blessé. Tu rêves trop, tu n'iras jamais loin, tu n'as pas ce qu'il faut, le regard de quelqu'un que tu as déçu. Ton propre reflet dans le miroir, un jour où tu t'es senti vide, perdu, épuisé. Ce mur, ce n'est pas une punition, c'est une encre émotionnelle inversée. Ce n'est pas là pour t'abattre, c'est là pour te rappeler pourquoi tu n'as pas le luxe de reculer. Chaque fois que tu passes devant, tu te reconnectes à ton refus. Ton refus de retourner à cette vie qui te vidait. Ton refus de devenir cette personne qui accepte l'acceptable par peur de l'inconnu. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas toujours l'inspiration qui sauve une journée. C'est parfois la terreur maîtrisée de régresser. Et quand tu vois devant toi un résumé visuel de tout ce que tu refuses de revivre, il devient beaucoup plus facile de dire non à la paresse, non à la distraction, non au confort. Alors crée ton mur. Même si ça pique. Même si c'est inconfortable. Parce que ce mur, c'est ta mémoire stratégique. C'est ta clarté brutale. C'est la version concrète de cette phrase. Je ne suis peut-être pas encore arrivé, mais je sais exactement ce que je ne veux plus jamais devenir. Et parfois, cette certitude suffit pour remettre ton corps en mouvement. Créer ton système de récompense subtile. Si tu veux durer, tu dois comprendre une chose essentielle. Ton cerveau n'attend pas l'arrivée pour te récompenser. Il a besoin d'une gratification régulière pour rester engagé. Et quand tu poursuis un objectif lointain, surtout financier, ce qui manque souvent, ce ne sont pas les résultats, mais les signaux positifs en cours de route. Pas les trophées. Juste les confirmations que tu es sur le bon chemin. Ce qu'il te faut, c'est un système de récompense subtil, construit non pas sur la performance brute, mais sur la cohérence et la régularité. Parce que, à long terme, ce sont les mini-gains qui créent le maxi-momentum. La majorité des gens attendent d'avoir gagné pour se féliciter, mais le processus est trop long, trop abstrait. Et ton cerveau, lui, s'éteint en chemin. Il perd l'envie, il se désengage, il cherche de la stimulation ailleurs, souvent dans des choses qui n'ont rien à voir avec ton objectif. Et tu retombes dans ce cycle où tu fais les bonnes choses, mais sans ressenti positif, donc sans constance. Voici la solution. Apprends à reconnaître, amplifier et célébrer les micro-victoires. Pas de manière spectaculaire, mais de manière symbolique, intelligente, ciblée. Tu termines une tâche importante que tu procrastinais depuis 2 jours. Autorise-toi un moment que tu apprécies, un épisode d'une série, une balade en extérieur, un bon café pris en conscience. Tu viens de publier un contenu que tu hésitais à poster. Note-le dans ton journal, entoure-le, donne-lui une trace physique. Tu viens de finir une semaine de travail cohérente avec ton objectif. Offre-toi une récompense modeste mais marquante. Un moment pour toi, un objet symbolique, un livre que tu voulais lire. La clé, c'est que la récompense ne doit pas être liée à un résultat extérieur. Elle doit être liée à un engagement tenu, parce que c'est là que la fierté se construit. Et chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message puissant à ton système nerveux. Quand je reste aligné, je suis récompensé. Et ce lien-là, quand il est entretenu chaque semaine, devient une drogue saine, une source de motivation intrinsèque. Un moteur silencieux va plus loin encore. Crée une liste personnelle de récompenses subtiles. Établis-la à l'avance. Ainsi, tu ne te retrouves pas à improviser. Une récompense en craquant sur quelque chose qui te tire vers le bas. Prévois des rituels de fin de journée, des pauses valorisantes, des gestes de reconnaissance envers toi-même. Tu mérites d'être applaudi pour ton endurance, pas seulement pour tes résultats. Parce que si tu attends la ligne d'arrivée pour ressentir la victoire, tu risques de ne jamais y arriver. Mais si tu construis un système où chaque petit pas te recharge, alors tu entres dans une dynamique gagnante. Tu traînes plus ton objectif comme un fardeau, tu avances avec l'élan d'un système émotionnel bien réglé. Les mini-gains créent la constance. Et la constance, elle, finit toujours par créer la victoire. L'un des plus grands sabotages inconscients que tu fais chaque jour, c'est de terminer une tâche importante et de ne rien ressentir. Pas de satisfaction, pas de célébration, pas de reconnaissance, juste un regard vide vers la suite de ta to-do list. Et à force, ton cerveau associe l'effort intense à une absence totale de plaisir. C'est ainsi que la démotivation s'installe discrètement comme une fatigue nerveuse qui t'enlève l'envie d'y retourner le lendemain.
Et c'est précisément pour ça que tu dois intégrer une règle simple mais puissante dans ta vie, te récompenser dès que tu termines une tâche importante, même si aucun résultat visible n'en découle. Beaucoup pensent qu'il faut mériter sa récompense par un résultat tangible, de l'argent, de la reconnaissance, du feedback, mais c'est une erreur. Parce que tu ne contrôles pas les résultats, tu contrôles seulement l'action, l'intention, l'effort aligné, et c'est là que la récompense doit intervenir, pas plus tard. Maintenant, dès que tu honores une action cohérente avec ton objectif long terme, tu dois envoyer un signal de renforcement positif à ton esprit. Mais attention, pas une récompense qui te tire vers le bas, pas une fuite. Une récompense subtile, choisie, assumée, sans aucune culpabilité. Si tu viens d'écrire pendant 1 heure sur ton projet, même si personne ne le lit encore, permets-toi une pause valorisante. Écoute un morceau que tu adores. Bois ton café préféré dans le calme. Prends 10 minutes pour marcher sans téléphone. Si tu viens de tourner une vidéo que tu redoutais, autorise-toi un moment de détente, sans penser à la suite. Ce qui compte, c'est pas la grandeur de la récompense. C'est le lien émotionnel que tu crées entre l'effort et le plaisir. Tu entraînes ton système nerveux à comprendre « quand je vais au bout, même sans gloire, je m'honore ». Et cette association-là, si tu la répètes chaque jour, devient une autoroute vers la constance. Tu n'as plus besoin de forcer. Ton corps te pousse à recommencer parce qu'il sait qu'au bout de l'effort, il y a un apaisement, une douceur, un respect de soi. Et surtout, libère-toi de cette idée toxique que se récompenser sans résultat, c'est gâcher. Non. Ce que tu gâches, c'est ta force mentale quand tu refuses de nourrir l'engagement que tu tiens déjà. Parce que plus tu ignores tes efforts invisibles, plus tu t'épuises dans le silence. Et c'est là que tu craques, que tu abandonnes, que tu oublies pourquoi tu as commencé. Alors chaque fois que tu termines une tâche importante, même sans applaudissements, même sans preuve, célèbre, ralentisse, souris, note-le quelque part, fais en un rituel sacré, parce que tu viens de gagner bien plus que tu ne le crois, tu viens de construire une pièce supplémentaire de la personne que tu veux devenir, et ça mérite d'être honoré. L'un des moyens les plus puissants de rester motivé dans la durée, surtout quand les résultats extérieurs tardent, c'est d'utiliser la gamification, pas au sens infantile du terme, mais comme un outil stratégique de psychologie comportementale. Parce que ton cerveau adore jouer, il adore gagner, il adore ressentir qu'il monte en puissance. Et si ton quotidien manque de ces signaux, alors même avec la meilleure discipline du monde, tu vas finir par te lasser. Ce qu'il te faut, c'est un système de niveaux, de trophées, de récompenses surprises, exactement comme dans un jeu vidéo. Et ce système, tu vas l'appliquer à ta propre vie. Commence par te créer une échelle de progression. Imagine que ta version actuelle est le niveau 1 de ton parcours. Et que le niveau 10, c'est toi avec ton objectif atteint, ta liberté financière, ton indépendance, ton rythme de vie idéal. Entre les deux, tu définis des intermédiaires. Chaque niveau n'est pas défini par un chiffre sur ton compte en banque, mais par des actions clés répétées avec constance. Par exemple, niveau 1, travailler sur ton projet 3 jours d'affilée. Niveau 2, publier 5 contenus stratégiques. Niveau 3, apprendre un nouveau outil ou soft indispensable à ton business. Niveau 4, tenir 3 semaines sans interruption sur une habitude clé. Niveau 5, obtenir ton premier retour, feedback ou petit résultat visible. Chaque niveau atteint débloque un trophée personnel. Et tu dois rendre ces trophées concrets. Un objet symbolique, un sticker, un badge dans ton carnet, une photo dans un dossier spécial. C'est pas ridicule, c'est psychologiquement structurant. Parce que tu vois tes victoires, tu les matérialises, tu ne les laisses pas se dissoudre dans l'oubli. Ajoute aussi une dimension de récompense surprise. Tu peux créer une petite boîte dans laquelle tu glisses des papiers pliés. Chacun contient une mini récompense que tu t'accorderas quand tu débloques un niveau au hasard. Ça peut être une journée off sans culpabilité. L'achat d'un livre inspirant que tu reportais. Une sortie solo pour célébrer en silence. Un moment de pur plaisir que tu t'étais interdit sans raison. Ce système transforme ton quotidien en jeu réel. Tu n'es plus juste en train de travailler pour un objectif lointain. Tu es en train de gravir un chemin balisé, avec des marqueurs visibles, des récompenses, de l'évolution. Et chaque palier franchi te donne une dose d'endorphine, de fierté, de confirmation intérieure. C'est un carburant inestimable. Souviens-toi, les jeux nous rendent accros non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils nous donnent en permanence le sentiment de devenir meilleur. Crée ça dans ta propre vie.
Et tu verras que la constance deviendra une envie plus une obligation. Parce que quand tu sais qu'un trophée t'attend, même symbolique, tu n'as plus envie de t'arrêter. Trouver le bon pacing émotionnel. Il y a une vérité que personne ne t'enseigne, mais qui pourrait littéralement sauver ton parcours. Ce n'est pas le manque de résultats qui pousse le plus de gens à abandonner, c'est un rythme mal ajusté à leur nature. Et ça, c'est bien plus sournois, parce que c'est pas visible, c'est pas spectaculaire. Tu ne t'effondres pas en une fois, tu te désynchronises petit à petit. Tu te forces à avancer à une cadence qui n'est pas la tienne. Et à force de courir trop vite ou trop lentement, tu casses quelque chose en toi. Chaque personne a un pacing émotionnel unique, une sorte de cadence intérieure, un tempo mental qui dicte à quel rythme elle peut produire, se concentrer, récupérer, absorber de la pression. Et quand tu ignores ce rythme, parce que tu veux copier celui des autres ou correspondre à un idéal que tu crois nécessaire, tu t'uses sans même comprendre pourquoi. Tu crois que tu n'es pas fait pour ça. Mais le vrai problème, c'est pas la direction, c'est la cadence. Certains avancent mieux en mode sprint, courte période d'intensité maximale, suivie de vraies phases de récupération. D'autres ont besoin de constance modérée, d'une progression quotidienne mais mesurée, presque méditative. Certains carburent à l'énergie matinale, d'autres trouvent leur flow en fin de journée. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme, il y a juste le tien. Et voici ce qu'il faut absolument comprendre. Le bon pacing émotionnel, c'est celui que tu peux répéter sans te trahir. C'est celui qui respecte ton énergie naturelle tout en te challengeant légèrement. C'est celui qui ne t'arrache pas à toi-même, mais qui t'élève avec stabilité. Quand tu avances à un rythme qui n'est pas le tien, même si les résultats viennent, tu ne les savoures pas. Tu t'épuises dans la course, tu ne te sens pas aligné. Et tu commences à développer une résistance à ton propre projet. Tu le redoutes, tu l'associes à la pression, à la surcharge, à la tension intérieure. Et tu finis par le fuir, non parce qu'il est impossible, mais parce qu'il te vide au lieu de te nourrir. Alors arrêtons un instant et demande-toi, à quel rythme je peux vraiment avancer sans me briser? Pas en mode confort éternel, mais en mode résilience durable. Teste, observe, adapte. Si tu t'imposes de te lever à 5 heures du matin alors que ton énergie explose à 10 heures, tu ne construis pas ta vie. Tu limites. Si tu veux poster chaque jour alors que ton cerveau fonctionne par bloc hebdomadaire, tu te frustres au lieu de t'aligner. Trouver ton bon pacing, c'est respecter ta mécanique intérieure tout en progressant. C'est faire de ton rythme une force, pas une faiblesse. Et c'est souvent ce petit ajustement, presque invisible, qui transforme un parcours chaotique en une trajectoire paisible et régulière. Parce que le but n'est pas de brûler toutes tes cartouches pour impressionner les autres, le but c'est de tenir jusqu'au bout sans t'effondrer. Et pour ça, il faut que ta cadence soit tienne. Pas celle d'un modèle sur YouTube, pas celle d'un coach, la tienne. Celle qui, chaque jour, te donne l'énergie de recommencer. Maintenant que tu comprends à quel point ton rythme intérieur peut être ton plus grand allié ou ton pire saboteur, il est temps de l'identifier consciemment. Trop de gens avancent à l'aveugle en s'imposant un modèle qui ne leur ressemble pas. Ils veulent faire du daily grind alors qu'ils sont faits pour l'intensité ponctuelle. Ou bien ils se forcent à des sprints alors que leur force réside dans l'endurance tranquille. Et à force d'agir contre leur propre nature, ils finissent par confondre résistance naturelle et manque de discipline. Alors pose-toi cette question cruciale. Est-ce que je suis plutôt intensité ou régularité? Si tu as un profil intensité, tu fonctionnes par vagues. Tu as besoin de phases de concentration profonde, d'immersion totale dans ton travail, souvent sur des périodes courtes, mais très denses. Quand tu es dedans, plus rien n'existe. Tu avances vite, tu produis beaucoup, tu es dans un état de flow. Mais à l'inverse, quand l'énergie retombe, tu dois récupérer. Et c'est non négociable. Si tu t'obliges à maintenir le même niveau d'intensité tous les jours, tu exploses. Tu perds pas la motivation, tu perds ta santé mentale. Pour toi, le secret, c'est de planifier des cycles. Période de feu, suivi de vraies pauses pour te reconstruire. Tu gagnes en profondeur ce que tu perds en constance apparente. Si tu as un profil régularité, tu avances comme un métronome. Tu n'as peut-être pas de pic spectaculaire, mais tu es constant, prévisible, fiable. Tu préfères faire 1 heure tous les jours que 10 heures en un week-end. Et c'est ta plus grande force. Ce type de pacing crée un effet cumulé monumental à long terme. Mais attention, si tu essaies de te forcer à des sprints, tu perds ton équilibre, tu ressens une surcharge qui te coupe de ta fluidité, ton pouvoir réside dans l'habitude, dans le cadre, dans la répétition maîtrisée. Et bien sûr, il existe des hybrides, des profils qui peuvent switcher, mais à condition d'avoir identifié les bons cycles. L'erreur, c'est de ne pas se connaître. C'est de croire qu'il y a une seule bonne manière de faire. Ou pire,
de calquer ton rythme sur celui de quelqu'un qui a des contraintes, une biologie ou une vie radicalement différente. Prends donc un moment pour observer ton passé. Quand as-tu été le plus efficace, le plus créatif, le plus serein? Était-ce dans des phases d'intensité concentrée? Ou dans une routine bien ancrée, sans soubresaut? Et si tu n'as jamais fait ce travail, commence aujourd'hui. Teste, note, ajuste. Parce que si tu t'alignes avec ton vrai pacing, tu arrêtes de lutter contre toi-même. Tu n'as plus besoin de te forcer à produire. Tu entres dans une danse rythmée avec ton propre potentiel. Et c'est dans cette harmonie que la discipline devient presque naturelle. Parce que elle épouse ta pulsation intérieure au lieu de l'écraser. Trouve ton rythme. C'est là que commence la version de toi qui tient bon. Pas à coup de volonté brute, mais avec l'intelligence de celui qui se connaît, s'écoute et s'organise en fonction de qui il est vraiment. Voici un conseil que tu n'entendras presque jamais. Parce qu'il ne flatte ni l'ego ni la culture du toujours plus. Apprends à respecter tes phases d'énergie basse comme des moments nécessaires, pas comme des signes d'échec. C'est pas une faiblesse, ce n'est pas une régression, c'est un passage, un recalibrage, un besoin biologique et émotionnel. Et si tu ne le respectes pas, tu finiras par t'épuiser, par trahir ton corps et par saboter ton projet en pensant que tu manques de discipline alors que tu manques simplement de respiration. On t'a probablement conditionné à croire que les périodes où tu n'as pas d'énergie sont des moments honteux, à cacher, à compenser, à corriger. Tu as appris à te mépriser quand tu ralentis, à culpabiliser quand tu ne crées pas, quand tu ne produis pas, quand tu n'es pas en mode performant. Mais la vérité, c'est que ton énergie fonctionne par cycle, exactement comme la nature, comme les saisons, comme le cœur humain. Et vouloir forcer le printemps, quand ton système traverse un hiver intérieur, c'est t'arracher à toi-même, c'est courir à contre-courant de ton rythme vital. Les phases de baisse ne sont pas des périodes mortes, elles sont des phases de régénération, de digestion mentale, d'observation intérieure, de réorganisation invisible. Ce sont les moments où tu refais le plein, même si tu ne le vois pas. Ce sont les silences qui permettent au prochain cri d'avoir de la force. Ce sont les creux qui donnent de l'élan à la vague suivante. Si tu te permets de les accueillir, sans culpabilité, sans brutalité, sans te juger, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu peux rester discipliné, même quand tu es lent. Parce que la discipline, c'est pas tout donner tout le temps. C'est savoir adapter ton effort à ta capacité du moment, sans jamais abandonner ta direction. Parfois, rester debout est déjà une victoire. Parfois, écrire 2 lignes vaut plus que de forcer 10 pages. Parfois, la vraie force, c'est de dire « Aujourd'hui, je ralentis, parce que je sais que je reviens bientôt ». Les plus solides ne sont pas ceux qui produisent sans pause. Ce sont ceux qui savent quand il est temps de respirer, de se replier pour mieux revenir, de reculer non pas par défaite, mais pour recharger leur vision, leur patience, leur feu intérieur. Et ce feu, il ne s'éteint pas quand tu ralentis. Il meurt seulement si tu refuses de lui donner l'oxygène dont il a besoin. Alors, la prochaine fois que tu traverses un creux, un doute, une fatigue inexpliquée, ne panique pas, ne force pas, ne te fuis pas. Prends un pas de recul, écoute, repose-toi si nécessaire, mais reste aligné. Et tu verras que ces moments que tu croyais inutiles seront ceux qui auront renforcé ta base comme jamais. Parce que c'est pas dans les pics de performance que tu te construis, c'est dans la manière dont tu respectes tes creux. Éco-social sélectif. Il y a un phénomène subtil mais décisif dans ton évolution personnelle, l'éco-social. C'est pas le nombre de personnes autour de toi qui compte, c'est la qualité de leur impact sur ton état intérieur. Et à force d'avancer seul, tu peux finir par croire que tu n'as besoin de personne, que tu dois tout porter, tout construire, tout surmonter sans aide. Mais c'est faux. Même les plus autonomes, même les plus disciplinés ont besoin d'un reflet extérieur. Pas pour valider leurs actions, mais pour réactiver l'élan intérieur dans les moments de creux. Tu as besoin d'au moins une personne qui te regarde avancer avec les bons yeux, une personne qui ne minimise pas ton parcours, qui ne relativise pas ton ambition, qui ne te renvoie pas une vision limitée de ce que tu peux devenir. Une personne qui, à chaque fois qu'elle te parle, réveille une partie de toi que tu as peut-être tendance à oublier. C'est ça. Un écho motivant. C'est pas un menteur inaccessible. C'est parfois juste un ami, un collègue, un inconnu devenu frère d'âme qui comprend ce que tu vis parce qu'il est lui aussi en chemin. Crée cette micro-communauté, même si elle ne contient qu'un seul être humain, et choisis le bien, pas quelqu'un qui te fait plaisir, quelqu'un qui te tire vers le haut sans t'écraser, quelqu'un qui t'élève par sa propre manière d'avancer. Quelqu'un avec qui tu peux partager tes avancées, tes doutes, tes questions sans crainte d'être jugé, ni d'être freiné. Et si tu n'as personne pour l'instant,
Commence à observer ton entourage. Écoute qui parle avec profondeur, qui respecte le silence, qui pose les bonnes questions, qui avance avec sincérité. Et va vers ces gens-là. Même un échange par semaine, même un message vocal partagé, même un espace Notion commun où vous notez vos progrès peut suffire à réactiver ton feu chaque fois qu'il vacille, parce que tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un témoin. Un seul, un miroir qui te rappelle que ce que tu fais a du sens même si personne d'autre ne le voit. Ce genre de relation crée une boucle vertueuse. Tu avances, tu partages, tu es vu, tu reçois un retour sain, tu es renforcé. Et ça devient une architecture invisible de stabilité mentale. Alors pose-toi la question, qui autour de moi peut être cet écho sélectif? Et surtout, comment puis-je moi-même devenir un écho sain pour quelqu'un d'autre? Parce que parfois, le simple fait d'écouter l'élan d'un autre rallume le tien. Tu peux construire seul, mais tu ne tiendras pas éternellement sans écho. Trouve le bon, nourris cette connexion. Et tu verras que même une toute petite communauté bien choisie vaut 1000 fois plus qu'un entourage bruyant mais vide. Si tu veux préserver ton feu intérieur, sur le long terme, tu dois comprendre ceci. Le réalisme démotivant est l'un des plus grands virus mentaux qui existent, et il se propage souvent dans ton entourage avec les meilleures intentions du monde. C'est pas un cri, c'est un murmure. Un ton calme, raisonnable, presque rassurant. Une phrase comme « tu sais, faut pas rêver » ou « c'est bien ce que tu fais, mais faut rester lucide ». Ou encore « tu ferais mieux de penser à un plan B ». Ce type de réalisme ne t'insulte pas. Il ne te ridiculise pas. Il te caresse pour mieux te désarmer. Et à force de l'entendre, tu commences à revoir tes ambitions à la baisse sans même t'en rendre compte. Tu ne crois plus que tu peux, tu crois que tu ne devrais pas, tu ne veux plus gagner, tu veux gérer, tu ne veux plus t'élever, tu veux éviter de tomber. Et à partir de là, tu ne vis plus, tu te protèges. Mais ce que ces cercles n'ont pas compris, c'est que trop de réalisme tue le réel, parce qu'il finit par te couper de ce qu'il y a de plus vivant en toi. Ta capacité à croire en l'improbable, à t'autoriser des chemins différents, à miser sur toi malgré le manque de garantie. Le réalisme démotivant n'est pas là pour t'aider. Il est là pour te ramener à la moyenne. Il ne t'informe pas. Il te conforme. Fuis ces cercles. Même s'ils sont composés de gens que tu aimes, même s'ils sont bienveillants, tu peux aimer quelqu'un et prendre des distances avec sa vision du monde. Parce que tu es en train de bâtir une trajectoire qui n'existe pas encore. Tu es en train de faire ce que beaucoup n'ont jamais osé faire. Et leur prudence, leur logique, leur peur ne peuvent pas te servir de GPS. Entoure-toi de personnes qui croient encore, qui te regardent avec foi, pas avec pitié, qui te disent « tu vas y arriver même quand tu n'as rien à montrer ». Pas parce qu'ils veulent te flatter, mais parce qu'ils savent qu'un rêve, ça se construit d'abord dans la tête. Et que toute parole réaliste dite au mauvais moment peut éteindre une flamme qui avait encore la force de grandir. Ce n'est pas de naïveté dont tu as besoin. C'est d'un espace mental sans plafond, un espace où l'on croit possible ce que le monde juge trop ambitieux. Parce que le vrai danger n'est pas d'échouer. Le vrai danger, c'est d'avoir enterré sa propre grandeur à cause d'une phrase dite sur un ton calme. Alors protège ton feu. Fuis les conseils qui viennent pour ton bien, mais qui coupent ton élan. Écoute ceux qui t'aident à te redresser, pas ceux qui te conseillent de ne pas trop décoller. Parce que c'est dans l'élévation, pas dans la prudence, que tu trouveras ta vraie vie. L'une des astuces les plus puissantes pour maintenir ton engagement dans le temps, surtout quand ton objectif est encore loin et silencieux, c'est de ne pas avancer dans le vide. Tu peux être discipliné, structuré, déterminé, mais si personne ne sait ce que tu construis, ton mental finira par douter. Tu te demanderas à quoi bon, qui ça intéresse, est-ce que je fais tout ça pour rien? Et c'est dans ces questions-là que s'insinue le doute, l'autosabotage, le besoin d'arrêter juste pour respirer un peu. Ce qu'il te faut, c'est un témoin, pas un public, pas une validation, juste une personne à qui tu rends des comptes dans la lumière. Et pour ça, tu peux créer un outil ultra simple, mais redoutablement efficace. Un journal partagé. Le concept est limpide. Une fois par semaine, toujours le même jour, à la même heure, tu envoies un point d'avancement à un ami, un partenaire de discipline, un frère ou une sœur d'objectif. Tu peux le faire via Notion, avec une page collaborative dans laquelle chacun note ses objectifs hebdomadaires, ses avancées, ses blocages. Tu peux aussi le faire par message vocal sur WhatsApp ou Telegram avec un format libre. Voici ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ce qui m'a freiné, ce que je vis cette semaine. Le plus important, c'est pas la plateforme, c'est la régularité, la clarté et la sincérité. Ce journal devient une forme de miroir vivant. Il t'oblige à poser un regard lucide sur ta semaine.
il t'évite de dériver. Il transforme ton effort personnel en parcours partagé et ça change tout. Parce que dès que tu écris ou parles pour quelqu'un d'autre, même une seule personne, ton engagement se renforce, tu te reconnectes à ta trajectoire, tu constates que tu avances même quand tu t'en rends pas compte. Et si tu fais cet échange à deux ou en petits groupes, la force devient exponentielle. Vous vous tirez vers le haut, vous vous relancez dans les moments d'essoufflement, vous construisez un socle d'écho positif qui résiste aux doutes, au ralentissement, aux jours vides. Ce journal n'est pas là pour juger. Il est là pour ancrer ton action dans la continuité. Te rappeler chaque semaine que tu n'as pas disparu, que tu avances, que tu construis, même si c'est lent, même si c'est discret, même si personne d'autre ne le voit encore. Crée ton journal. Invite quelqu'un à le lire, à l'écouter, à y répondre. Et protège ce rituel comme un pilier de ton système de progression, parce que tu ne travailles pas seulement sur un projet. Tu travailles sur toi, et ça mérite d'être raconté, suivi, honoré, pas dans le bruit, dans la fidélité, une semaine après l'autre. Ton objectif n'est pas loin, il est lent. Tu sais, il y a une chose que tu dois graver profondément en toi. Une vérité simple, mais trop souvent ignorée. Ton objectif n'est pas loin, il est lent. Et cette nuance, elle change tout. Parce qu'on abandonne rarement parce que le rêve est trop loin. On abandonne parce qu'on croit qu'il ne vient pas. Alors qu'en réalité, il s'approche de toi au rythme exact de tes pas. Imagine que tu sois en train de chercher un trésor, tu es sur une île, carte à la main, tu avances pas à pas, parfois dans le silence, parfois dans la pluie, parfois dans l'épuisement, et tu n'as aucun signe, aucun bruit, aucun éclat doré qui te confirme que tu es sur la bonne voie. Alors tu doutes, tu regardes autour, tu compares ton rythme à ceux qui semblent courir, et tu penses, c'est trop long, peut-être que c'est pas fait pour moi. Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que chaque pas que tu fais rapproche ton pied du coffre enterré. Tu n'as juste pas encore creusé assez profond pour sentir le bois craquer sous la pelle. C'est pas la distance qui te bloque, c'est l'impatience. L'impatience de vouloir voir des preuves à chaque action. L'impatience de vouloir ressentir de la récompense à chaque effort. Mais la vérité, c'est que les grands objectifs ne se manifestent pas au rythme de ton envie. Ils se manifestent au rythme de ta constance. Ce que tu vis là, c'est pas un échec, c'est le prix du lent. Le lent, c'est noble. Le lent, c'est enraciné. Le lent, c'est ce qui reste quand tout le reste s'est effondré. Il te fait pas briller aujourd'hui, mais il te construit pour briller quand ça comptera vraiment. Tu es peut-être fatigué, peut-être frustré, peut-être tenté de tout envoyer valser, mais regarde bien, tu es en train de devenir quelqu'un. Pas juste de faire des choses. Devenir quelqu'un qui tient, même quand ça ne paye pas encore. Quelqu'un qui avance, même sans projecteur. Quelqu'un qui crée une forme de respect pour soi-même que personne ne pourra t'enlever. Alors retiens bien cette image. Tu n'es pas loin du trésor. Tu es juste lentement en train de t'en approcher, un pas après l'autre, et chaque pas compte. Même le plus petit, même celui que personne ne voit, même celui que tu fais aujourd'hui là, maintenant, en silence. Continue, ralentis s'il le faut, mais ne t'arrête pas, parce qu'un jour, sans prévenir, la terre sous tes pieds va céder, et tu vas entendre ce son que seuls les persévérants entendent, le craquement du couvercle d'un rêve que tu as osé creuser plus longtemps que les autres. Il y a une croyance tenace, séduisante, presque romantique, l'idée que c'est l'intensité qui détermine ton succès. Que tu dois tout donner, exploser d'efforts, briller par ta puissance, faire en une semaine ce que d'autres font en un an. Et tu sais quoi? Parfois c'est vrai. Mais c'est pas ça qui fait la différence dans le temps. Ce qui construit ta liberté, ta maîtrise, ta solidité intérieure, ce n'est pas l'intensité visible, c'est la constance invisible. L'intensité impressionne, elle attire les regards, elle crée des pics d'admiration, mais elle est aussi instable, impulsive, parfois destructrice. L'intensité te fait vivre des moments puissants, oui, mais ce sont des flashs. Et entre ces flashs, il y a le vrai chantier, celui que tu mènes quand personne ne regarde. Celui qui repose sur des gestes simples, répétés, discrets. Une vidéo postée alors que tu n'avais pas envie. Une session de travail de 30 minutes pendant que d'autres scrollent. Une décision saine prise dans le silence. Une promesse tenue envers toi, même sans fanfare. C'est ça, la constance invisible. C'est ce que tu construis en douce, en profondeur, sans bruit, mais avec fidélité. C'est pas spectaculaire, c'est pas glorieux.
Mais c'est ce qui reste quand l'émotion s'en va. C'est ce qui te permet d'avancer les jours gris, les jours vides, les jours où tu doutes, parce que tu ne te poses plus la question de « est-ce que j'ai envie ?» mais de « qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour rester aligné ?» Tu vois, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui explosent une fois par mois, ce sont ceux qui avancent un peu chaque jour, au point de rendre l'effort tellement naturel qu'il n'a plus besoin d'être motivé. La vraie puissance, c'est de pouvoir continuer même quand personne ne t'encourage, même quand le monde semble s'en foutre, même quand toi-même tu ne ressens rien de spécial. Juste une forme de respect silencieux pour ton propre chemin. Alors oui, l'intensité peut te propulser. Mais si tu veux durer, si tu veux vraiment atteindre ce que tu cherches, la liberté, la paix, la maîtrise, ne mise pas sur les coups d'éclat, mise sur les répétitions invisibles, les choix que tu fais dans l'ombre, les engagements que tu honores quand personne ne les voit. Parce que la fin, ce n'est pas l'intensité qui t'élève, c'est la fidélité à ton rythme. Et cette fidélité, elle ne fait pas de bruit, mais elle construit tout. Tu sais, parfois, on croit que pour mériter de parler de progrès, il faut avoir accompli quelque chose de grand, de visible, de remarquable. Mais c'est faux. Les vrais bâtisseurs savent que ce sont les petits pas, faits dans l'ombre, qui finissent par changer une vie. Pas les exploits. Les gestes silencieux, alignés, répétés, une décision tenue, un appel passé, un chapitre lu, un moment de doute traversé sans abandonner. Alors aujourd'hui, j'ai une seule question pour toi. Pas pour te juger, pas pour te comparer, mais pour te reconnecter. Quel est le micro-pas que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher de ta liberté financière? Pas besoin d'un grand récit, juste une ligne, un acte, une intention. Écris-le en commentaire. Fais-le pour toi, pour poser une trace, pour que ce que tu as fait ne disparaisse pas dans l'oubli du quotidien. Et si tu n'as encore rien fait, ce commentaire peut être ton premier pas. Parce que parfois, le simple fait de l'écrire, c'est déjà une manière d'avancer. Like si tu refuses de reculer. Pas pour gonfler les chiffres, pas pour le spectacle, mais comme un acte de décision intérieure. Tu sais exactement ce que tu veux construire. Tu sais ce que ça te coûte de revenir en arrière. Tu as vu ce que ça donne de repousser, de fuir, de t'inventer des excuses. Et si aujourd'hui tu choisis de tenir ton cap, même avec des doutes, même avec des phases lentes, alors clique sur ce bouton. Pas pour moi, pour toi. Pour ancrer dans le concret cette décision silencieuse, je ne recule plus, je continue à mon rythme, mais je continue. Abonne-toi pour rester aligné chaque semaine. Ici, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est un point d'ancrage. Un espace où, chaque semaine, tu reviens te reconnecter à ce que tu construis. Pas avec du bruit, avec de la clarté, avec du fond, avec de la structure. Et si tu sens que ce genre de parole t'aide à garder ton axe, alors abonne-toi. Pas pour consommer, pour consolider, pour qu'on avance ensemble, semaine après semaine, dans cette réalité que tu bâtis en silence avec patience. Active la cloche, pas pour ne rien rater, mais pour pas te rater toi-même. Parce que parfois, une seule phrase peut te remettre en marche. Une seule vidéo peut te recentrer et on oublie vite. On s'éparpille. On se perd dans le flot. Alors fais de cette cloche un rappel, un rythme, un battement régulier qui dit « reviens, recharge, réaligne ». Tu fais pas ça pour suivre une chaîne. Tu fais ça pour ne pas perdre ton feu entre deux scrolls. Si cette vidéo t'a touché, si elle a rallumé quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi. Tu connais forcément quelqu'un qui est en train de se battre dans le silence, quelqu'un qui donne tout, mais qui doute. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est seul. Et parfois, ce qui sauve une trajectoire, c'est pas une solution miracle, c'est un mot au bon moment. Un feu qu'on passe. Alors, envoie cette vidéo à cette personne. Pas pour faire des vues, pas pour nourrir l'algorithme, pour créer une chaîne invisible de solidité mentale, une fraternité silencieuse entre ceux qui avancent sans bruit, mais avec cœur. Ceux qui n'ont pas besoin de slogans, mais d'élan, de vérité, de structure, de rappel, comme celui-ci. Fais passer le feu, c'est peut-être lui qui empêchera quelqu'un de s'éteindre. À bientôt.